Bonjour Marion Sigaud. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'auteur chez Jacqueline Chambon de Mourir à l'ombre des lumières, l'énigme d'Amiens. Et c'est ce travail que vous avez fait, cette recherche, est née d'une intuition. Il faut avoir des intuitions quand on est historien. Ensuite, il faut pouvoir évidemment les étayer. Mais c'est bien d'avoir quelques idées comme ça. Et votre intuition est venue d'un précédent travail que vous aviez fait, qui était paru en 2008, sur l'hôpital général, ça s'appelait La Marche Rouge, sur l'affaire de l'hôpital général. Alors moi qui ai beaucoup travaillé il y a 15 ans de ça à l'EHESS sur les événements de 1750 et les prétendus enlèvements d'enfants, je dis prétendus parce qu'il y a eu énormément de rumeurs autour d'un fait. Vous avez étudié ça en détail. Il faut peut-être, si vous le voulez bien, que nous revenions sur l'hôpital général avant d'en arriver à Damiens pour expliquer comment est venue votre intuition. Alors, qu'est-ce que c'était déjà que cet hôpital général? L'hôpital général, c'est l'institution qui a été créée au début du règne de Louis XIV par des magistrats, donc par des laïcs, destinés à venir à bout de ce qu'on appelait le fléau de la mendicité. Et au début du règne de Louis XIV... Il y avait énormément de mendiants partout. Il y avait énormément de mendiants. Hein. C'était le lendemain d'une guerre civile qui avait duré 4 ans, la Fronde. Donc il y avait énormément de gens qui avaient tout perdu et qui venaient à la ville où se trouvaient les subsistances et qu'on voyait qui dérangeaient pas seulement les nantis. Enfin, je veux dire, une ville bien policée ne peut pas être encombrée de gens qui tendent la main et qui ne font rien. Et vous avez eu deux façons de regarder la chose. Vous aviez la façon empreinte de bonté de Vincent de Paul qui voulait aider les pauvres à ne plus être pauvres et à se sentir bien. Et vous aviez les donneurs de leçons de la Compagnie du Saint-Sacrement qui disaient ce sont des feignants, il n'y a qu'à les fouetter, les enfermer et les faire marcher droit. Je caricature, mais à peine. Michel Foucault a beaucoup travaillé là-dessus, bien sûr, sur l'enfermement, ce qu'on appelle le grand enfermement. Le renfermement. Le renfermement, on disait. Renfermer quelqu'un, c'était l'interner, en fait. Donc l'hôpital général est né à ce moment-là et il a été d'emblée une institution laïque, rigoureusement laïque, dans laquelle les seuls religieux qui avaient quelque influence étaient ceux qui étaient proches de la magistrature, d'une magistrature alors à l'origine proche de la Compagnie du Saint-Sacrement. Donc les fameux parlements. Les magistrats du Parlement de Paris, qui avaient énormément de prérogatives, notamment celle d'enregistrer, donc de rendre valides les décisions royales. Donc ils avaient une influence politique très importante. Ce n'était pas seulement un pouvoir judiciaire. Tout à fait. Ils avaient Louis XIV les a combattus jusqu'à la fin. Alors, la Compagnie du Saint-Sacrement a été rapidement interdite et les postes occupés à l'hôpital général par les magistrats proches de la Compagnie du Saint-Sacrement ont été immédiatement remplacés par des magistrats proches du jansénisme. Alors, on a toujours ce problème dès qu'il est question du jansénisme, c'est que ce serait tellement compliqué à expliquer. Mais non, on va dire que ce sont des catholiques très radicaux? Non, c'est pas comme ça qu'on peut dire. On peut dire que le jansénisme est une forme de protestantisme qui n'a pas fait sa scission avec Rome. Voilà. C'est-à-dire que le fond du problème, c'est le problème de la grâce. La grâce est-elle donnée à tous les hommes ou la grâce est-elle donnée à certains? Le catholicisme prône la grâce donnée à tout le monde avec la grâce efficace, la grâce nécessaire. Enfin, je rentre pas dans les détails. Alors que pour les jansénistes, la grâce est accordée aux élus, ce qui est en fait la position protestante. Mais les protestants ont rompu avec Rome, alors que les jansénistes jamais n'ont rompu avec Rome. Les jansénistes ils ont fait des cheveux blancs quand même au pape à différentes reprises. Ils étaient la bête noire du pouvoir royal, à commencer par Louis XIV bien sûr, mais Louis XV aussi, il ne les aimait pas. Et encore une fois, c'est dans les milieux parlementaires qu'on trouve le plus de jansénistes. Ah oui, tout à fait. C'est une théologie, enfin c'est plutôt une religiosité, mais c'est surtout une morale publique qui convient tout à fait aux magistrats du Parlement de Paris et à toute la société qui gravite autour. Alors cette affaire de l'hôpital général prend une singulière tournure au milieu du XVIIIe siècle, en 1750, donc au bout d'un siècle d'existence. Voilà, au bout d'un siècle d'existence. Les magistrats sont toujours à la tête de l'hôpital général. Le roi reçoit régulièrement des plaintes, des rapports sur la concussion, des malversations, des abus, des violences, il y a tout le monde se plaint de l'hôpital général, dans lequel les magistrats sont jugés partis. C'est-à-dire que personne n'a le droit, et c'est statutaire, j'ai regardé dans les statuts de l'hôpital général, que personne n'a le droit de demander des comptes sur l'hôpital général, personne n'a le droit d'écrire sur l'hôpital général, et quand il y a un conflit dans l'hôpital général, ce sont les juges qui jugent, c'est-à-dire que ce sont les juges qui s'auto-jugent, donc personne n'a votre regard. Et l'Église... Or, vous avez mis, vous, en évidence des pratiques extrêmement choquantes, incroyables même, des pratiques de viol et de meurtre.
Il y a une mortalité. Alors bon, je vais directement aller au cœur. Oui, j'ai étudié à la loupe les entrées et les sorties des enfants dans l'institution de l'hôpital général. Quand on dit enfants, au XVIIIe siècle, on englobe aussi une partie d'adolescents, hein, il faut dire. J'ai fait mon compte jusqu'à 14 ans. Voilà, c'est ça. Hein. Jusqu'à 14 ans. J'ai lu un livre d'une dame qui s'appelait Erika Marie Benabou, qui a travaillé sur la prostitution et la police des mœurs au siècle, et qui dit, elle a étudié ça de très près, et elle dit, la puberté des jeunes filles du siècle est atteinte à 15 ans. Les premières règles arrivent à 15 ans. Donc on est une petite fille jusqu'à 15 ans. Et les enfants dont j'ai regardé les mouvements sur les registres de l'hôpital général, c'est de 0 à 15 ans. Des milliers d'enfants entrent dans l'institution, en sortent et disparaissent. Et ceux qui entrent tombent comme des mouches, sont victimes d'une mortalité absolument ahurissante et inexplicable. En tout cas, inexpliquée jusqu'à présent. Alors, c'est dans ce contexte-là que vous resituez l'affaire Damiens, ce qui lui donne évidemment un relief tout à fait différent. Nous allons voir jusqu'où on peut vous suivre, mais il faut reconnaître que le regard que vous portez sur l'affaire Damiens est tout à fait nouveau. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jusqu'à 14h, nous revenons sur l'attentat de Damiens, toujours en compagnie des historiennes Evelyne Levert et Marion Sigaud. Franck. Et Marion Sigaud est l'auteur donc de Mourir à l'ombre des Lumières, une énigme d'Amiens. C'est un récit que vous nous donnez, hein, sous une forme assez originale d'ailleurs, disons-le. Et vous donnez une grande place dans ce récit au prince de Crouy, qui était un intime de Louis XV du reste, et qui a été partie prenante à cette affaire et à l'enquête en fait. Voilà. Le prince était un homme très aimable, bien avec tout le monde, un homme d'un tempérament tout à fait généreux, pacifique et bien vu de tout le monde. Je vois pas ce qu'on pouvait dire de mal de lui. J'ai lu absolument toutes ses mémoires. C'est un homme délicieux, et comme il était commandant militaire de la région d'Artois, il a été, je crois que Madame Levert m'arrêtera si je dis une bêtise, il a été envoyé le surlendemain de l'attentat pour faire l'enquête dans le pays de Damiens, où il avait passé les 6 derniers mois précédant l'attentat. Le prince a fait un rapport d'une précision, d'une justesse, d'une minutie absolument extraordinaire. Et à partir des rapports, j'ai fait mon enquête en grande partie à partir des rapports du prince. Alors, qui se trouve en Allemagne? Alors, il se trouve en Allemagne. Non, les rapports qu'il a donnés se trouvent dans le dossier Damiens, à la fois dans les papiers du procureur, à la Bibliothèque nationale, et à la fois aux Archives nationales, dans les papiers dont se sont servis les magistrats instructeurs. Et ensuite, le rapport est également dans le dossier qui a été publié, qui a été imprimé, publié et vendu. Mais ce que je suis allé chercher en Allemagne, ce sont les brouillons de ces rapports, puisque au lendemain de la Révolution, le fils du prince de Croy a émigré et il a emporté avec lui les documents de son père. Et moi, j'ai voulu absolument me rendre compte, en comparant les papiers qu'on trouvait dans les archives du procureur, les papiers qu'on a fournis aux magistrats instructeurs, et ensuite la différence entre les papiers fournis aux magistrats instructeurs et ce qui a été publié, j'ai compris que de rapport en rapport, on tronquait systématiquement certains détails. On a beaucoup édulcoré la vérité. On a retiré systématiquement ce qui pouvait, c'est ce que j'en ai conclu, mais jusqu'à plus ample informé, ou jusqu'à ce que c'est là qu'on entre dans les hypothèses. Voilà. Et c'est là qu'on entre dans les hypothèses. Je ne fais pas au-delà d'hypothèses, mais je montre vraiment des choses très troublantes. J'ai voulu aller voir les brouillons, les originaux. Mais j'ai trouvé énormément de choses. Dites ce que vous avez donc conclu. Quelles sont les hypothèses? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que il existe dans les papiers du procureur une déclaration posée le surlendemain de l'attentat par un des maîtres de Damiens qui dit « On a enlevé la fille de Damiens en 1750 ». Ça, c'est une découverte, oui. C'est une découverte qu'un historien américain d'ailleurs a relevé, mais cet historien américain a dit « Oui, mais c'est idiot parce que pendant l'affaire où on enlevait des enfants, il y a eu en 1750 des enlèvements d'enfants dont beaucoup de gens ont dit que ça n'était pas vrai. Moi, je suis allé regarder, j'ai retrouvé les registres, on enlevait effectivement un tas d'enfants, j'ai leur nom, j'ai leur identité. C'est important ce que vous dites, parce que ça, c'était l'objet de votre précédent livre, oui. C'est que moi je me rappelle, lorsque je travaillais là-dessus, on travaillait sur une rumeur dont on disait qu'elle n'était sans fondement. Et vous dites que la rumeur était sans fondement et la réalité était autre. La rumeur disait un prince ladre a besoin que des enfants soient saignés. Pour des bains de sang. Donc voilà, bains de sang. Donc la rumeur étant fausse, on passe à autre chose. Or, on enlevait véritablement des enfants. En fait, il n'y a pas de fumée sans feu, en quelque sorte. Il n'y a pas de fumée sans. C'est-à-dire qu'on fait une fausse fumée colorée pour dire regardez, c'est de la fausse fumée. Et pendant ce temps-là, on cache la vraie. Donc moi, j'ai retrouvé l'identité de ces enfants. On a dit il n'y avait pas de petites filles enlevées. Il y avait des petites filles enlevées. Elles étaient mises à la salpêtrière. J'ai retrouvé toute leur identité. J'ai absolument tout relevé. Je n'ai pas trouvé la fille de Damiens. À l'origine, je suis allée là pour la chercher. Elle n'y était pas. Mais j'ai eu une première information disant il y a dans les papiers du procureur une déclaration du comte de Maridor qui était un des maîtres de Damiens à l'époque,
pendant cette période des enlèvements d'enfants. Et le comte de Maridor dit, il était un très bon serviteur, mais il avait des attitudes bizarres. Par exemple, il a dit qu'on avait enlevé sa fille, et il m'a même montré une lettre de menace qu'il a envoyée au lieutenant général de police, où il a menacé de lui faire un mauvais sort si on ne lui rendait pas sa fille. Et ce papier qui a été, cette déclaration du comte de Maridor qui a été faite le surlendemain de l'attentat, n'est dans aucun dossier de l'instruction. On l'a retiré. La fille de Damien, qui était donc partie prenante dans cette histoire, a été arrêtée 3 jours après son père, et le premier interrogatoire disponible à la recherche date d'1 mois plus tard. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a pu dire pendant les premiers interrogatoires a été tronqué, et j'insiste également, tout ce qu'a dit Damien pendant les premières 24 heures suivant son arrestation a été retiré du dossier. Et qu'est-ce qu'il disait ? On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait simplement, c'est que tout ce qu'il a dit spontanément au moment de son arrestation a été retiré, et que les premiers papiers officiels, et je peux vous expliquer, mais je pense pas qu'on aura le temps, les premiers papiers officiels datent d'une période où il a déjà passé 24 heures, où il peut se ressaisir, où il a compris ce qu'il fallait pas éventuellement dire. Et en plus de ça, les deux premiers magistrats instructeurs qui ont travaillé jusqu'au transfert de Damien de Versailles à Paris, ont fait des rapports qui ne sont nulle part. Nulle part. Donc, il y a un secret total sur tout ce qu'a pu dire Damien, ce qu'on dit. Le comte de le marquis de Marigny, frère de la marquise, se répandait partout en disant « N'écoutez pas ce qu'il dit, c'est un fou ». Il a déposé, et la déposition a disparu. Alors, indirectement, Damien avait travaillé pour Marigny, et il était donc au courant des mœurs du roi lui-même, de Louis XV. Et le roi était accusé depuis des années de coucher avec des petites filles. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est vrai. Encore une fois, quand on dit petite fille, c'est pour ça que je précise à chaque fois, ce ne sont pas des enfants de 8 ans. Oui. Peu importe. Oui, mais enfin, non, ce sont de très très jeunes filles. C'était des très jeunes filles, et de toute façon, ça n'était pas la marquise ni sa femme. Donc, la population était extrêmement choquée, et jusqu'à 15 ans révolus, on était une petite fille à l'époque. Voilà. Alors, on a des tas d'indications. Le marquis d'Argenson a beaucoup raconté. Enfin, il y a des tas de gens qui ont raconté que le roi était pédophile. Au-delà de l'imprégnation politique par le milieu parlementaire dans lequel il avait tant servi, vous nous dites qu'il est possible que Damien ait été marqué par tout ce qui se disait sur les mœurs de Louis XV, par ce qui était arrivé à sa propre fille, et par ce climat général d'enlèvement d'enfants. En quelque sorte, il y aurait une dimension sexuelle, ou en tout cas, cette affaire serait en partie une affaire de mœurs. C'est l'hypothèse que j'avance, et je pense qu'elle est crédible. J'ai fait toutes mes études dessus. Je pense que je suis pas loin de la vérité si je ne suis pas en plein dedans. Voilà qui apporte un tout nouvel éclairage, alors sous bénéfice d'inventaire, Evelyne Levert. Oui, sous bénéfice d'inventaire, mais on apportait des jeunes filles au roi qui étaient des jeunes filles nubiles, mais je crois que, disons qu'il n'avait pas besoin qu'on enlève des enfants pour ce genre de choses, parce que ses valets de chambre allaient lui chercher allaient lui chercher des jeunes filles qui étaient parfaitement consentantes et dont les parents étaient parfaitement consentants. Alors, je ne pense pas que, disons, l'hypothèse là puisse vraiment se vérifier, je ne sais pas, dans ce sens-là. Non, les enlèvements d'enfants n'étaient pas pour le roi, certainement. Ça n'est pas ce que je dis. Ça n'est pas ce que je dis. D'ailleurs, il y a 7 ans de différence entre les enlèvements d'enfants et l'attentat. Bien sûr. Oui, mais enfin, je crois qu'il ne faut pas faire d'assimilation dangereuse, me semble-t-il. Entre on a enlevé des enfants pour le roi, ce n'est pas ça que je dis. On a enlevé sa fille, et ensuite il a su que le temps nous manque, malheureusement. Un débat maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Evelyne Levert, je rappelle que vous êtes donc l'auteur du Temps des illusions, chronique de la cour et de la ville. Ça se termine en 1756, et le prochain tome qui sortira au printemps prochain, commencera par l'attentat de Damien, justement. Et puis Marion Sigaud, cette passionnante énigme Damien, Mourir à l'ombre des Lumières, c'est aux éditions Jacqueline Chambon. Merci beaucoup d'être venue nous en parler.